Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Carole. Carole, peux-tu te présenter ? Bonjour, donc moi je suis Carole Fauconnet, j'ai 36 ans, j'habite en Charente, plus précisément à Fléac, qui est à 7 minutes du centre d'Angoulême. Et puis je suis issue d'une formation, on va dire plutôt ressources humaines, pour laquelle je me suis plutôt dirigée vers la formation. Et c'est ce qui a guidé un petit peu mon projet aujourd'hui, donc d'avoir créé Équité pour tous. C'est que j'ai mutualisé mes deux passions pour la pédagogie et l'équitation. Très bien. Donc je pense que tu vas nous parler de formation, de pédagogie et d'équitation alors. Plus que l'équitation, plutôt du cheval. Ah, très bien. Eh bien écoute, Voilà. je t'écoute Carole. Ce qui est important de comprendre, en tout cas dans mon parcours, c'est que d'abord, ce qui a sauvé ma scolarité, c'est les chevaux. Le fait d'avoir pu prendre des chevaux en demi-pension ou en pension, il a fallu que je paye assez rapidement ces entretiens. Donc, il a fallu que je choisisse des études qui me permettent d'être rémunérée. Donc, première chose, j'ai fait toutes mes études en alternance. Depuis le bac, à peu près, j'ai fait toutes mes études, donc j'ai pu être rémunérée et du coup payer toutes mes charges, en tout cas, qui étaient pour les chevaux. C'est important parce que ça permet déjà de cadrer les objectifs et l'autonomie. Commencer à travailler l'autonomie. Mhm. Ensuite, les chevaux, moi je considère qu'ils ont sauvé ma scolarité, oui, parce que ils m'ont toujours donné un cap. Et que même dans la scolarité, quand c'est difficile, quand on n'aime pas vraiment ce qu'on fait, en fait, ça permet de rester focus. Certains vont avoir un appartement et auquel cas, du coup, il faut payer les charges. Voilà. Moi, j'ai trouvé que mettre beaucoup d'énergie dans les chevaux, j'ai trouvé que c'était en tout cas ma méthode pour réussir. Donc, déjà, j'ai beaucoup de gratitude pour les chevaux. D'accord. Ça, c'est une première chose. Et quand... en fait, moi, je suis issue, j'ai fait de la service aux personnes, j'ai fait du commerce et après, je me suis dirigée vers les ressources humaines parce que ce qui m'apportait, c'était d'abord l'accompagnement. Mais en faisant de l'accompagnement auprès des personnes en situation de handicap ou auprès des personnes âgées ou auprès de la petite enfance, c'est des accompagnements longue durée. On reste très longtemps avec les gens. Et moi, ça me convenait pas tout à fait parce qu'on s'attache et du coup, les gens disparaissent ou voilà. Et ça, c'était quelque chose pour lequel j'étais pas hyper confort. Ensuite, je me suis dirigée vers le commerce parce qu'on est toujours dans une relation, mais toujours plus courte, forcément, puisqu'on est dans une relation de vente. Et en général, une vente, ça peut se passer en une demi-heure comme en 3 minutes. Donc, du coup, ça m'allait bien. Mais ça se rapprochait pas de mes valeurs. Et mes valeurs, c'était vraiment le conseil, l'accompagnement, ne pas arnaquer, rester dans quelque chose d'honnête. Et parfois, dans le commerce, pour faire toujours plus d'argent, pour écraser peut-être la concurrence, du coup, ça, c'était pas dans mes valeurs non plus. Alors, j'ai vraiment réfléchi sur une reconversion pendant mes études. Alors, c'est assez rare, mais ça arrive. Et là, en fait, je me suis vraiment rapprochée des ressources humaines parce que dans les ressources humaines, on y trouve de l'accompagnement pour recruter, pour former, pour faire progresser. Et c'était des domaines, en fait, où ça correspondait plus à l'accompagnement dans lequel je me retrouvais. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses qui ont marqué un petit peu ma vie scolaire. Et la chance, c'est que j'ai pu expérimenter directement sur le terrain grâce à l'alternance. Et ça, je conseille à tout le monde de faire de l'alternance, tous les jeunes qui se questionnent sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, au lieu de choisir définitivement
et puis même de changer plusieurs fois, à plusieurs reprises de cursus, l'alternance. On expérimente, on fait ses choix et après, on peut foncer, pas tête baissée, mais en tout cas foncer dans quelque chose qui nous fait plaisir. C'est très important de se faire plaisir dans ce qu'on choisit comme métier ou comme étude. Voilà. Et la deuxième chose Tout à qui fait. a quand même guidé ma vie, donc c'est les différentes rencontres des chevaux dont j'ai pu m'occuper. Moi, je me suis toujours intéressée aux chevaux difficiles, les chevaux pas dressés, les chevaux qui ont des particularités physiques, les chevaux que personne ne veut. Et ma spécialité, en fait, ça s'est fait de manière très spontanée, c'était de les travailler, de prendre du temps, de réfléchir et à savoir comment les faire progresser et les valoriser. Et une fois qu'ils étaient valorisés, qu'ils étaient prêts à partir en compétition, qu'ils étaient bien dans leur tête, eh ben, je les laissais partir. Soit ils étaient achetés par quelqu'un pour faire de la compétition, soit peu importe, en fait, quelqu'un d'autre les prenait pour faire un autre objectif. Mais moi, mon objectif, c'était vraiment de rendre l'animal pas vendeur, vendeur. C'était ça mon objectif. Et donc, grâce à toutes ces rencontres de chevaux, D'accord. du coup, je me suis façonnée un petit peu sur comment les éduquer, comment faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas toujours dans la confrontation. Donc, c'est toutes les petites questions que je me suis posées, mais tout au long de ma vie. Et là, je me suis rendu compte aujourd'hui, à 36 ans, que tout ça, en fait, tout ce parcours-là, c'est de la pédagogie. Et il y a des chevaux qui ont marqué ma vie, plus précisément, Et oui. notamment un âne. Alors, c'est pas un cheval, mais c'est un âne qui s'appelle Virtuose. Virtuose qui était un petit peu la coqueluche d'une écurie dont personne ne voulait s'occuper parce que c'est un âne, bien sûr, ça ne sert à rien. On a tendance à cataloguer un petit peu, mettre les animaux aussi dans des cases. Et moi, il m'a fait beaucoup de peine. Et parce que tout le monde le touchait, tout le monde se moquait de lui, en fait, ça a créé des comportements agressifs. Et le jour où j'ai décidé de m'en occuper, ma méthode traditionnelle que j'ai toujours utilisée ne fonctionnait pas. Donc cet âne, il faut savoir qu'il me mordait, qu'il me coinçait dans les murs, enfin auprès des murs, qu'il essayait de me taper, que quand je voulais sortir du box, il sortait au galop. C'est pas pratique, c'est pas agréable et ça peut vite être dangereux. Donc là, il a fallu que je me questionne sur comment je vais faire pour accompagner cet âne. Et en plus, pour moi, c'était un défi. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai découvert l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animalier. Et plus encore, il y a l'éthologie de différents animaux, mais en fait, c'est surtout l'étude du comportement animalier des mammifères. Comment les mammifères apprennent, comment les mammifères associent les choses et comment ils peuvent devenir du coup équilibrés. Et c'est vraiment ça les fondations aujourd'hui de ce que je propose, l'éthologie. Il faut bien le retenir. Et donc, j'ai exploré, j'ai découvert l'éthologie avec Virtuose. Et à la mort de ce petit âne, je me suis dit qu'il n'était pas possible que j'arrête là cet apprentissage, même si j'avais beaucoup de peine et que j'avais du mal à rebondir, en tout cas sur un autre animal. J'ai rencontré Virtuelle qui n'avait pas de nom. En fait, elle était destinée à l'abattoir. Elle venait d'Irlande. Elle est venue en bateau et ensuite en camion et elle était destinée à l'abattoir. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette jument qui, j'ai assez vite découvert qu'elle était une jument battue parce qu'elle avait des grosses cicatrices sur la croupe. La croupe, c'est l'arrière-main, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis elle avait des troubles du comportement et presque des troubles autistiques. Jument qui se coupe du monde, qui a l'œil vide, qui est triste, et en même temps qui parfois se remet dans le présent et du coup elle panique. Et ça, c'est comme des traumatismes en fait. Et là, je me suis dit que c'était aussi un nouveau défi, donc j'ai décidé de l'acheter. Et elle m'a vraiment questionnée. J'ai vraiment eu des grosses difficultés à l'accompagner parce que il a fallu que j'utilise plusieurs méthodes. J'ai travaillé en liberté. J'ai travaillé de manière classique, l'équitation dite classique. J'ai utilisé aussi le clicker training, ce qui permet en fait de timer une action positive et d'intégrer de manière, comme un petit peu la PNL, de programmer le clic égale quelque chose de positif pour la ramener tout de suite dans le temps présent. Donc ça, c'est des choses que j'ai expérimentées avec elle. J'étais pas forcément formée, mais je me suis formée aussi directement sur le terrain
Je me suis informée par des livres, par des vidéos, par des professionnels. Et c'est une jument que j'ai pas pu accompagner jusqu'au bout parce que moi, Carole Fauconnet, je n'étais pas disponible et disposée. Et ça, c'est important aussi de le souligner, c'est qu'on peut être on peut avoir envie, mais si notre corps, notre esprit n'est pas aligné et on n'est pas disponible, et ben ça ne fonctionnera pas. Moi, j'avais un objectif, c'était de faire de cette jument, l'objectif que j'ai toujours réalisé, c'était de faire de cette jument une jument de sport. Mais elle, tous les signaux qu'elle m'envoyait, c'était bah non, en fait, moi, je suis pas faite pour ça. Sauf que j'étais pas prête à accepter ça. Et le secret de la réussite, je crois, aujourd'hui, c'est l'acceptation. Mais dans tous les domaines, hein. La pédagogie, mais aussi dans le couple, dans le développement personnel, dans tout ce qu'on veut, c'est l'acceptation. Tant qu'on n'a pas accepté, on ne peut pas avancer. Donc cette jument, j'ai dû m'en défaire, donc la vendre en fait. Alors elle est partie faire des bébés dans le Cher. Donc j'en suis assez contente parce que du coup elle a trouvé sa place. Moi c'était pas quelque chose que je pouvais lui offrir. Donc au lieu de m'en séparer parce que j'étais vexée de pas réussir à avoir mon objectif, et bah du coup je m'en suis séparée en écoutant ses besoins que moi j'étais pas en mesure de lui apporter. Ensuite, j'ai acheté Taquine. Taquine, c'est une petite jument de sport qui était prête à faire du sport. Euh, mais elle, ce qu'elle m'a apporté, c'est les imprévus de la vie. Les imprévus. En fait, elle m'a apporté un bébé surprise. C'est-à-dire qu'elle était prête à faire du sport, oui, mais en fait, elle était pleine. Pleine d'une petite pouliche qui s'appelle Galice aujourd'hui, qui fait partie de ma vie. Et Taquine, quand j'ai découvert qu'elle était pleine, bah, du coup, forcément, ça a frustré un petit peu mon ego en me disant, bah, comme par hasard, j'achète un poney pour faire du sport, mais je ne peux pas puisqu'elle est en gestation. Donc, par respect, je vais pas. Enfin, voilà, à un moment donné. Puis j'ai découvert qu'elle était déjà à 8 mois de gestation. Chez un cheval, c'est 11 mois. Donc, en fait, on était plutôt sur la fin. Et bah, il a fallu encore que je prenne du temps pour moi, enfin, du temps pour gérer un petit peu ma frustration et puis, bah, prendre soin aussi de cette jument qui allait mettre bas dans pas très longtemps. Elle, ce qu'elle m'a appris, donc c'est ça, c'est vraiment prendre ce temps-là, mais aussi, après avoir mis bas, je me suis rendu compte que c'était une jument qui ne s'adaptait pas à tous les environnements. Alors que quand elle était en gestation, elle s'adaptait à tout. Elle était très facile. Mais son comportement a changé une fois qu'elle a émis bas. Et là, ce qui m'a du coup interrogée, mais en même temps j'ai pu noter cette grosse importance, c'est que l'environnement joue beaucoup sur l'apprentissage et le tempérament de quelqu'un. Donc ça, c'est très important de le noter. Et après, en fait, il a fallu que je fasse un choix parce que dans ma situation personnelle, j'avais pas de quoi accueillir 2 chevaux. Financièrement, c'était pas possible. Donc, il a fallu que je choisisse entre garder Galice et garder Taquine. Et j'ai décidé de garder Galice, donc la pouliche que j'ai fait naître, parce que pour moi, elle représentait une page blanche. Et la page blanche de l'éducation, bah, je voyais ça comme une opportunité. Et donc, du coup, j'ai décidé de garder Galice et aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'elle fait partie de ma vie. Et Taquine, du coup, elle est partie dans une écurie de sport parce que elle, son truc, c'était vraiment le sport. Mais voilà, petit à petit, moi, mes besoins ont changé, mes besoins ont été plus analysés et bah, j'ai décidé de garder la page blanche de l'éducation. C'était intéressant aussi. Je vais revenir un petit peu après sur Galice, mais bah, je me suis dit, j'ai quand même envie de faire du sport, j'ai quand même envie de monter à cheval. Galice, c'est un tout bébé, on peut pas monter dessus avant au moins ses 4 ans. Donc bah, je me suis dit, bah, je vais acheter un autre poney de sport. Alors là, je me suis saignée, j'ai mis des sous de côté, j'ai acheté Cerise. Cerise, c'est une jument bah, de sport qui était prête, qui avait déjà fait de la compétition. J'ai mis le budget parce que là, je voulais de la qualité. Donc du coup, ça met aussi en évidence qu'à un moment donné, quand on veut quelque chose, bah, il faut se saigner, entre guillemets, il faut faire un effort. Et l'effort, ça peut être financier, mais ça peut être aussi dans le timing, ça peut être dans plein plein de choses. Pour moi, là, c'était plutôt financier. Et euh, coup du sort, j'en sais rien, 9 mois plus tard, cette jument sortait boiteuse. Donc, sport, impossible, je la fais voir au vétérinaire, et le vétérinaire me dit, elle ne peut faire que de la ligne droite, elle ne peut plus faire d'obstacles, elle ne peut plus faire de dressage, il faut qu'elle fasse que de la ligne droite. Alors là, je me suis dit, c'est quand même le pompon. J'investis, je me questionne, je me remets en cause, mais j'ai toujours quelque chose qui me renvoie au bah tu ne peux pas. Donc là, je me dis non mais là c'est pas possible. Je me questionne vraiment, grosse remise en question. Mais vraiment c'était assez douloureux parce que moi je mets vraiment toute mon énergie dans mon
dans l'équitation, dans le cheval qui a sauvé ma vie, en fait. Le cheval qui a sauvé ma scolarité. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible. Là, pour moi, je l'ai vraiment pris comme je suis maudite. Et comment faire pour sortir de cette spirale? Donc j'ai vendu Cerise. Cerise est aussi partie faire des bébés, puisque de toute façon, elle, techniquement, physiquement, elle ne pouvait faire plus que ça, ou de la balade. Donc c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, d'ailleurs, elle le fait très bien. Et là, je me suis dit, ok, Carole, tu vas te confronter à ton pire cauchemar. Et donc là, je suis allée chercher une jument sauvage. Sauvage parce qu'elle a été plus que maltraitée. Sauvage parce que personne s'est occupé d'elle depuis sa plus... En fait, elle a été maltraitée de ses 0 à 1 an. Et après, après, on l'a laissée pour compte, en fait, dans un pré. Et puis, personne s'en est occupé. Donc, moi, j'ai dit, ok, là, je vais aller confronter mes pires démons, mes ennemis. Je vais les confronter. Et donc, elle s'appelle Fleur de Delabruyère. Très belle jument, magnifique potentiel physique, enfin, vraiment un potentiel incroyable. Et moi, c'est ce que j'ai vu. En fait, j'ai vu ce potentiel dans cette jument. Et pour autant, dans la situation, dans le présent, en fait, dans le futur, je voyais un potentiel dingue, mais dans le présent, c'était mon pire cauchemar. Mais elle, par contre, elle m'a appris la rigueur, la progression et des nouvelles découvertes. Parce que non seulement avec tout ce que j'avais pu découvrir dans tous ces chevaux-là, en fait, là, là, ce que j'ai appris avec elle, c'est la récupération spontanée. Quand on est traumatisé, humain, n'importe qui, chien, chat, tous les mammifères, quand on est traumatisé, il nous arrive de la récupération spontanée. Et la récupération spontanée, c'est lié aux 5 sens. Les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Et quand nous, mammifères, nous vivons un traumatisme, un plus ou moins grave, même si on tend à l'oublier, même si on tend à le travailler, parfois, dans la vie, ici et maintenant, tous nos sens sont reliés à ici et maintenant, ils peuvent nous replonger parce qu'une odeur, parce qu'un bruit, parce que ce qu'on veut, eh bien, ça va nous replonger dans notre trauma. Et ce qu'elle m'a appris, cette jument, c'est justement la progression. C'est-à-dire qu'elle progresse, elle progresse très bien. Moi, du coup, je suis hyper satisfaite, je suis contente, je me dis c'est génial, je pourrais construire un avenir, je me projette. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a une régression horrible, parce que du coup, c'est assez violent avec les chevaux, parce que ça peut être, ils font entre 300 et 800 kilos, ça dépend du cheval. Et parfois, il y a des surréactions qui peut créer le danger ou qui peut créer la peur. La différence entre nous et les chevaux, c'est que nous, on parle. Donc parfois, on peut verbaliser ce qui se passe, alors que les chevaux ne parlent pas. Donc là, ce qui est très important, c'est de pouvoir, nous, formateurs, accompagnateurs, de pouvoir faire attention à son environnement, à ce nous, on est capable d'analyser parce que nous, on se positionne en sachant. Et que la personne qu'on est en train d'accompagner, ou le cheval, ou l'animal qu'on est en train d'accompagner, lui, il sait pas. Et en plus, comme il est paralysé par ses émotions, par sa récupération spontanée, et du coup, c'est plus possible pour eux. Alors, c'est à nous de se positionner et d'être capable d'analyser cette progression, et qui plus est, de savoir s'arrêter à une certaine progression. De dire, ok, il a progressé, je m'arrête là. Nous, humains, on a tendance à être trop gourmands. On voudrait toujours un petit peu plus. La petite marche. Ouais, mais parfois, c'est important, avec les animaux et avec les humains, de savoir s'arrêter. Constater, profiter, et même laisser un temps mort. On pourrait appeler ça des vacances. Mais non, en fait, c'est juste s'arrêter. Ça peut être 5 minutes. Se reconnecter soit à la nature ou au toucher. En tout cas, se reconnecter aux 5 sens pour se remettre dans le temps présent. Et donc là, je vais reparler un petit peu de Galice, ma ponette du coup qui a 7 ans aujourd'hui et qui fait partie de mon équipe chez Équité pour tous. En parallèle de travailler Fleur, je travaillais Galice. Et Galice, c'était une page blanche. Donc elle n'avait pas de récupération spontanée, puisque elle, c'était sa première ligne d'apprentissage. Et en fait, parfois, grâce à l'évolution de Galice, ça me remettait dans une situation positive, et ça me rassurait dans ma posture, dans ma manière de faire. Et puis des fois, Fleur, du coup, voilà, c'était un équilibre en fait d'avoir ces deux juments-là. Donc c'était super chouette. Ce que ça m'a appris, cette expérience-là, c'est que le premier chemin est important.
Il faut savoir que dans l'apprentissage, à partir de 3 répétitions, on commence à créer de nouvelles connexions neuronales. Et donc, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc, si j'apprends quelque chose à mon animal ou à l'humain que j'accompagne, et que je répète les choses, parce que de toute façon, l'apprentissage, c'est de la répétition, et je répète au moins les choses 3 fois, je sais que là, à ce moment-là, il se passe quelque chose dans le cerveau et que la personne ou l'animal est en train d'apprendre. Par contre, si je suis en train de lui apprendre des mauvaises choses, ça fonctionne pareil. Et c'est là où nous, sachants accompagnateurs, formateurs, c'est là où il faut avoir beaucoup d'éveil, de sensibilité, pour savoir précisément ce qu'on est en train d'apprendre à l'autre. Et donc, il faut se remettre en cause, il faut bien préparer sa pédagogie. Voilà, là, c'est très, très important. Il faut être présent, il faut être dans le respect, il faut être dans la cohérence. Et tout ça, ces 3 choses-là, ça crée une connexion. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment ce que Fleur et Galice ont pu m'apprendre. C'est voilà, l'apprentissage et que ce qui va primer, c'est le premier chemin. Parce que le premier chemin cérébral, c'est celui qui va nous guider tout au long de notre vie. Voilà pour ça. En tout cas, voilà ce qui a fait naître le projet d'Équité pour tous. Après, je peux vous parler des leviers. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise précisément ? À l'écoute de ce que tu viens de dire, Oui. moi qui n'ai pas cette pratique équine, j'ai revu plein de visages de gens que j'avais accompagnés. Ouais. Plein de moments avec des vraies similitudes. C'est comme si tu m'avais parlé d'humain, là. Ah bah, de toute façon, nous sommes des très mammifères, surprenant. on fonctionne par association, et à partir du moment où justement on a associé quelque chose de positif, bah, du coup on crée un bel apprentissage. Mais si par exemple, moi je suis à côté de toi, et tous les jours je te mets mon stylo sur ta joue, bah, tu vas rapidement associer que moi je suis assez désagréable, parce que bah, je t'écris sur la joue. Alors que toi, c'est pas ton objectif qu'on t'écrive sur la joue. Mais moi, mon objectif, par contre, c'est que tu sois loin de moi. Donc, je vais créer de l'inconfort. Donc, on va créer dans l'apprentissage, il faut créer du confort, de l'inconfort, pour avoir un objectif, en tout cas, atteindre son objectif. Et donc, l'objectif, il peut être, ça peut être RH, ça peut être commercial, peu importe. Mais quand on accompagne des personnes dans la formation ou dans le management, il faut avoir conscience de ça, qu'on fonctionne par association, et que du coup, l'association peut être très rapide, mais ça peut être aussi plus ou moins long en fonction des traumatismes qu'on a ou en fonction des mécanismes de défense. Et donc, je peux rebondir sur D'accord. les leviers que j'utilise chez Équité pour tous. Donc, c'est d'abord le premier, c'est la médiation animale. Donc, la médiation animale, c'est une pratique pédagogique et thérapeutique. On appelle ça aussi la zoothérapie. Et on l'utilise pour améliorer la santé physique, psychologique des personnes, sociale et émotionnelle aussi. Ça favorise le bien-être, la communication, la motivation aussi des personnes. Et puis, on travaille sur la frustration et l'autonomie. Donc, on peut travailler tout ça grâce à la médiation animale. Et moi, aujourd'hui, j'ai 3 collaboratrices. Donc, on a Galice, que du coup, vous connaissez déjà. On a Caramel, qui a 29 ans. Et on a Luciole, qui a 2 ans. 3 tempéraments différents, 3 vécus différents, puisqu'ils n'ont pas les mêmes âges. Et c'est ça qui est hyper chouette, c'est que du coup, ça permet de vérifier sa posture, sa motivation, sa frustration face à différents tempéraments, et puis sa manière de communiquer aussi. Et puis j'ai Thémis. Thémis, c'est une petite chienne border collie qui a 9 mois, et qui du coup commence tout juste la médiation animale. Donc j'utilise voilà, cette méthode parce que moi je trouve qu'elle promet vraiment un développement, un accompagnement, notamment auprès des entreprises, ça peut être des directions, ça peut être des services RH, des équipes, parce que je fais aussi des ateliers team building. Et ça permet de mettre en avant des capacités inexploitées grâce au retour immédiat de l'animal. Parce que l'animal, il nous communique des choses, mais lui, il n'a pas de stratégie. Et en fait, on appelle l'animal miroir. C'est-à-dire que moi, humain, je propose quelque chose à l'animal, et l'animal, en fonction de ce que j'ai déjà appris sur l'association positive-négative ou le fait d'associer des choses par rapport à un comportement,
le cheval, il va réagir tout de suite par rapport à ce qu'on est. Il va pas dire « Ah oui, bah attends, aujourd'hui, il est pas en forme, du coup, je vais être cool. Ah bah, je l'aime pas, du coup, je vais l'embêter. » Le cheval, il n'est pas capable, enfin, l'animal n'est pas capable de mettre en place des stratégies. Donc, il va réagir simplement à ce que nous sommes tout de suite, ici et maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. Et que pour autant, c'est moins violent que si c'était un humain qui pouvait nous faire la remarque de ce qui n'allait pas chez nous. Il faut pas prendre les choses pour soi, parce que c'est un cheval. Le cheval, lui, il n'est pas dans le jugement du tout. Par contre, dans l'analyse de ce qu'on vient de proposer, dans la réaction du cheval, là, c'est intéressant parce que ça pointe précisément ce qu'on doit aller travailler pour progresser en fonction de son objectif. Voilà, là, j'ai fait le tour un petit peu sur la médiation animale, ce qu'on peut aller chercher. Et c'est là où c'est important d'être présent. Vous savez, mon addition présence plus respect plus cohérence égale connexion. Et c'est là où c'est important d'être connecté avec l'animal, d'être connecté avec son environnement et d'être connecté avec soi-même et d'être en phase avec ses valeurs. Donc tout ça, c'est ce qu'on va aller travailler pendant les ateliers et qu'on va pouvoir transposer dans son milieu familial et professionnel parce que ça fonctionne partout. Et c'est ça qui est très important de pouvoir aller expérimenter. Moi, entre des séances individuelles, je propose 3 semaines de pause, ce qui permet vraiment le temps au cerveau d'intégrer ce qu'on vient d'apprendre, de le mettre en pratique et de l'analyser. Et comme ça, on revient à la prochaine séance, on fait un petit débrief et on va pouvoir aller affiner séance par séance qu'on doit aller chercher. Donc ça, c'est pour la médiation animale. Ce que j'utilise aussi, D'accord. c'est la morphopsychologie. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous parle, la morphopsychologie? Bah écoute, moi non, j'écoute alors avec intérêt. En fait, c'est une discipline qui étudie les relations entre les formes du visage et la personnalité d'une personne. L'idée, c'est d'aller chercher des traits du visage pour révéler des caractéristiques psychologiques, émotionnelles et comportementales. Là, ce qu'on va étudier, c'est le front, les yeux, le nez, la bouche, et ça va nous donner des indications sur les traits de personnalité. Par exemple, on peut aller chercher l'agressivité, l'ouverture d'esprit, la souplesse, la créativité. Alors moi, je l'utilise pas à des fins thérapeutiques. Il y en a qui l'utilisent à des fins thérapeutiques, mais moi, je suis pas thérapeute, c'est pas du tout mon credo. Je l'utilise à des fins d'orientation professionnelle et scolaire. Parce que dans la vie, il y a les larges et les longilignes, et il y a déjà des appétences en fonction de si on est large ou si on est longiligne. Là, dans ce podcast-là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que c'est très technique et en plus, ça pourrait être très caricatural parce que on prend un critère et du coup, ça donne des spécificités comportementales. Oui. Mais si on recroise plusieurs critères du visage, eh bien, là, ça permet de donner une indication scolaire ou professionnelle et d'éviter de peut-être partir parce que quand on est longiligne par exemple on aurait tendance à vouloir expérimenter une multitude d'expériences directement sur le terrain et on pourrait s'oublier ou paraître instable aux yeux des autres. Quand on le sait, eh bien du coup ça permet déjà de se cadrer dans sa propre définition et de savoir vers quoi à peu près on doit partir. Alors quand j'accompagne des personnes dans le cadre d'une orientation scolaire, là, je reste assez évasive tout en donnant des indications pour éviter de se perdre. Par contre, quand c'est dans le cadre d'un bilan de compétences, là, je suis un petit peu plus précise sur la technicité de la personne. Voilà, je m'adapte parce que, par exemple, si c'est un jeune de 13 ans, là, je ne veux pas l'influencer. Donc, je vais donner des informations pour l'aider à s'orienter, mais je ne veux pas influencer pour... Voilà, il y a un côté éthique aussi. On n'est pas là pour diriger la vie des gens. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Donc voilà, on peut utiliser la morphopsycho pour voilà, confirmer une orientation professionnelle. Par contre, ce qui est important de souligner aussi, c'est que dans la communauté scientifique, c'est pas reconnu comme une science exacte. Moi, j'y crois profondément parce que ça m'a prouvé par A plus B sur tout... Oui. Oui, dis-moi. Les sciences humaines ne sont pas des sciences exactes.
les sciences de l'éducation ne sont pas des sciences exactes, hein, c'est pas de la mathématique, hein, on travaille sur quelque chose qui est très mouvant, qui est très systémique, qui est la personne, son environnement, son contexte, l'objet de formation. C'est pas des sciences exactes, ça pose pas réellement de problème quand même. En tout cas, si moi j'en parle à des psychologues, par exemple, du travail, ils n'ont pas forcément envie d'utiliser cette méthode-là, ils n'y croient pas et parfois ils peuvent être même réfractaires à cette méthode-là. Voilà. Moi, ça m'a convaincu, ça m'a prouvé par A plus B que c'était vraiment un outil, un levier essentiel, en tout cas pour moi, pour l'accompagnement des personnes. Donc l'essentiel, c'est d'être en phase avec le choix de ces outils. Ce que je peux dire, c'est que depuis qu'on est bébé, on vit des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et ça a une influence sur nos muscles du visage et nos muscles sur le reste du corps. Et on peut parler des fois de somatisation, parce que si on répète une émotion positive ou une émotion négative, on sait que tous les muscles sont reliés à la colonne vertébrale, et la colonne vertébrale est reliée à des organes, donc c'est pour ça qu'on peut parler de somatisation. Donc moi, j'utilise pas ce côté-là, côté thérapeutique, comme je vous ai dit. J'utilise le côté orientation. Et donc, je prends en fait toutes ces petites spécificités sur les dissymétries du visage, le côté gauche, le côté droit, si on est cerveau plutôt féminin, plutôt masculin, plutôt créatif, etc. Du coup, tout ça, moi, c'est des critères que je vais utiliser pour voilà, confirmer un projet ou donner des orientations scolaires. Voilà pour ce deuxième levier. Et le troisième, qui sera le dernier, mais peut-être pas le dernier tout au long de ma carrière en tout cas, c'est la méthode ADVP. La méthode ADVP, c'est une méthode de projet canadienne qui est très ancienne, qui s'appelle, donc ça veut dire activation du développement vocationnel et personnel. Et donc, c'est une méthode projet pour le projet professionnel et orientation aussi scolaire. Et donc, ça se déroule en fait en 4 phases. Donc, ça va permettre déjà de mettre en évidence et valoriser le potentiel des personnes sur ses compétences, son développement personnel et professionnel. Et donc, il y a 4 phases. La première phase, c'est la phase d'exploration. On ouvre tous les champs des possibles, on ne se restreint pas et on va pouvoir aller expérimenter dans son environnement interne et externe. Donc ça peut être sur un métier en particulier ou sur une appétence particulière, en fonction de peut-être ce que la morphopsychologie m'aura donné comme info, ou simplement ce que la personne a envie de faire. Et donc là, des fois, il y a des personnes qui sont ils ont du mal à ouvrir tous les champs des possibles. Alors là, ce que je fais, c'est que j'utilise la médiation animale aussi dans cette méthode-là pour faire attention à son environnement. Donc là, par exemple, on pourrait se coller à l'animal, fermer les yeux et écouter tout ce qui se passe autour de nous. Donc ça peut être les oiseaux, ça peut être le vent, ça peut être les voitures qu'on entend passer, ça peut être le chien qui creuse un trou à ce moment-là. Voilà. Et ça, on éveille un peu les sens pour faire attention à ce qui se passe autour de nous. Donc moi, après, je donne aussi d'autres exercices, comme par exemple aller chercher en moins de 24 heures 150 métiers. Une liste de 150 métiers qu'on a croisés dans les 24 heures de notre existence. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va cristalliser toutes ces informations. Donc on va commencer à définir les choses, à classifier, et on va commencer à mettre du lien avec nos propres valeurs, nos besoins. Et là, je vais pouvoir intégrer des informations que j'ai découvertes grâce à la morphopsychologie. Une fois qu'on a commencé à mettre dans un tableau, à définir les choses, on va spécifier. Spécifier, la phase de spécification, c'est commencer à choisir. Donc là, je peux aussi utiliser la médiation animale parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour choisir, pour s'imposer. Et puis une fois qu'on a choisi et qu'on s'impose, faudrait pas être trop instable pour que quelqu'un nous remette en cause un petit peu nos choix. Et ça, dans notre environnement, dans notre environnement familial, professionnel, il y a toujours quelqu'un qui a un autre avis. Il y a toujours quelqu'un qui a envie de mettre son petit grain de sel dans quelque chose qui ne le concerne pas. Donc, grâce à la médiation, on va pouvoir aller aller travailler justement la posture, le fait de s'imposer, savoir dire oui, savoir dire non, s'imposer, mais s'imposer simplement avec le corps.
Parce que bien sûr, on peut parler au cheval, le cheval va pas forcément comprendre nos arguments. Mais par contre, le corps peut argumenter aussi. Et ça, c'est important de le travailler, en tout cas dans cette démarche de projet. Et la dernière phase, c'est la phase de réalisation. Donc la phase de réalisation, elle est plutôt simple, c'est de mettre en place un plan d'action. Et le passage à l'action, donc le fait d'être actif, de pouvoir se projeter, le fait d'expérimenter encore et de se dire ok ça marche, ça marche pas, et d'ajuster tout au long du parcours. Donc ça, ce sont les 4 phases de l'ADVP, donc activation du développement vocationnel et personnel. Et moi, ces 3 leviers, je les utilise pour accompagner des personnes dans le cadre d'un accompagnement managérial. Donc ça peut être des directions ressources humaines, des managers, des chefs d'équipe. Mais je l'utilise aussi sur la sphère plutôt personnelle. Donc ça peut être un chef de famille, donc des parents qui ont des difficultés à gérer un petit peu l'organisation familiale ou qui se laissent un petit peu dominer par leurs jeunes enfants, des choses comme ça. Donc ça, on peut le travailler aussi. Je propose des accompagnements collectifs, donc là pour accompagner des équipes qui travaillent déjà ensemble, qui se connaissent bien et qui ont des difficultés de communication, ou bien qui sont des équipes qui sont en mode projet, qui ne se connaissent pas assez bien et que là on doit faire de la cohésion. Voilà. Et l'idée c'est d'aller affiner la communication, d'affiner la cohésion, mais aussi de l'échange, des partages du savoir. Parce qu'on a tous des compétences, on est tous bons dans quelque chose, on a tous une zone de génie. Et là, c'est de reconnaître la zone de génie de l'autre et de lui laisser sa place. Mais aussi de me donner ma propre place parce que j'ai ma zone de génie. Quelque chose là où j'excelle. Voilà, donc c'est ce que je viens travailler avec les personnes. Et puis, l'autre côté, c'est, comme vous avez compris, c'est l'orientation scolaire et professionnelle. D'accord. En vérité, tu embrasses sans distinction le personnel, le professionnel. Et d'ailleurs, ça se retrouve à travers ton usage de la DVP, puisque vocationnel, c'est un mot canadien, mais qui chez nous veut dire professionnel. Et donc, on est vraiment dans cette permanence de tout associer, et la personne ne fait qu'un dans tout ce qu'elle construit en vérité. C'est ça? C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Parce que, en fait, on sait aussi très bien que, et des gens vont se reconnaître certainement, que quand ça va pas à la maison, ça va pas au travail. Ça, on le sait. Tout le monde a pu l'expérimenter au moins une fois dans sa vie, peu importe la situation. Et donc, c'est important d'être aligné justement à qui je suis, dans quoi je suis bon, quel est mon talent, est-ce que je peux l'expérimenter de manière professionnelle ou de loisir. Et si c'est le cas, bah, du coup, ça crée un équilibre positif. Et forcément, bah, ça va bien dans la sphère personnelle et ça va bien dans la sphère professionnelle. Aujourd'hui, il m'a semblé comprendre que Équité était dans une phase forte de développement. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors l'idée aujourd'hui, c'est de professionnaliser Équité pour tous. Se professionnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir en faire une activité première, donc pouvoir me rémunérer, bien sûr, tout en prenant en compte aussi les charges fixes qui sont liées aux animaux. Et donc se professionnaliser aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner plus de personnes, faire de la quantité bien sûr parce qu'il y a une réalité, c'est la rentabilité. Donc c'est faire plus de chiffre d'affaires. Et pour ça, il va me falloir plus de collaborateurs poney de préférence, qui vont m'apporter du coup plus de tempérament, plus de vécu, qui veut dire apporter aussi une formation de plus grande qualité, puisqu'aujourd'hui j'ai 3 tempéraments, j'ai 3 ponettes exceptionnelles, mais il m'en faudrait plus du coup pour pouvoir rebondir sur certaines, parce on est tellement nombreux, on a tellement de tempéraments et de personnalités à accompagner que aujourd'hui il faut que je sois capable aussi de proposer des accompagnements de qualité avec plus de poneys. Et qui dit plus de poneys dit plus de terrain, parce que un cheval
doit marcher, c'est un herbivore, il a besoin de marcher pour aller sur des points d'intérêt. Donc les points d'intérêt, c'est l'eau, c'est le foin, c'est la pierre à sel, c'est un endroit pour se gratter, un endroit pour se rouler, un endroit pour jouer. Donc ça, c'est des besoins fondamentaux sur lesquels on fait attention parce que un cheval, lui aussi, hein, dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, il doit être équilibré. Si je veux qu'il soit bon avec mes accompagnements, il faut qu'il soit heureux dans sa vie. Donc pour être heureux, il faut que je respecte ses besoins fondamentaux. Et donc ça, par effet miroir, on travaille aussi ça avec les personnes sur ses propres besoins fondamentaux. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller pouvoir acquérir un terrain qui est juste à côté de chez moi et qui va me donner la possibilité de créer un grand parking pour pouvoir accueillir des groupes. Parce que c'est aussi ça, de pouvoir accueillir des séminaires team building, séminaires d'entreprise, pour pouvoir se rapprocher de l'éveil à la nature et de la bienveillance animale. C'est un beau programme. Tu m'as parlé de crowdfunding. C'est quoi? C'est un financement participatif. C'est-à-dire que j'ai préparé toute une campagne de communication dans laquelle j'expose qui je suis, peut-être plus en détail de ce que je vous ai raconté là. Je propose aussi, je présente tous mes ateliers. Et là, pendant cette campagne, si vous voulez m'accompagner, m'aider, si vous voulez bénéficier des ateliers, vous pouvez contribuer à cette campagne. Donc, tous les ateliers dont je vous propose, ils sont proposés à la vente, mais à prix réduit, parce que c'est un prix lancement, on va dire, qui va permettre du coup de vous, si vous êtes curieux, sceptique, convaincu, vous pouvez prendre votre atelier et du coup venir expérimenter par vous-même et vous faire un avis précis sur ce que je propose. Dans tous les cas, ce qui est demandé quand on commence à prendre cet atelier-là, c'est de se dire, 1, je vais lâcher prise, 2, je vais en ressortir grandi de cet atelier. Peu importe le niveau, on ne va pas se donner d'objectif de taille pour une première séance, en tout cas une séance découverte. Quoi qu'il arrive, on en ressort avec des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des découvertes sur soi-même. C'est pour ça qu'il faut un petit peu lâcher prise, parce qu'il faut laisser de côté un petit peu le mental à ce moment-là, en tout cas pendant ces ateliers. Le mental prendra dans tous les cas le relais le soir même pour analyser tout ça. Bien, écoute, Carole, je trouve que c'est une belle offre. J'invite nos auditeurs à te retrouver sur ton espace participatif. Je mettrai les liens. Après tout ce qu'on a entendu, si vous avez envie de vivre, est-ce que moi je retiens une vraie belle expérience humaine, une expérience d'apprentissage sur soi-même, d'apprentissage aux autres. Mais écoutez, je vous invite à retrouver Carole à travers sa proposition d'équité, dont je trouve le nom très bien choisi. Je te remercie, Carole, pour être venue nous partager ce moment de connexion avec notre réalité animale, notre réalité de mammifère, les besoins et les attentes d'accompagnement profond, parce que tout ce dont tu nous as parlé, ce sont des accompagnements profonds qui n'ont pour but que de faire en sorte que ceux qu'on accompagne se réalisent. Et je te remercie d'être venu nous partager ça aujourd'hui. C'était avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Chers podcasteurs, podcastrices, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie et je vous invite très vite à nous retrouver sur le podcast de la formation. À très bientôt.